Nous sommes le lundi 16 mars. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de journée, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère, oui, que vous avez passé une belle fin de semaine. Content de vous retrouver en ce lundi matin avec toute l'équipe. Ce qui va retenir notre attention aujourd'hui, ce matin, bien évidemment, on va continuer de suivre ce conflit alors qu'on apprend ce matin qu'il y a ce que rapportent des agences de presse, des explosions, encore une fois, ont été entendues à Téhéran, dans la capitale iranienne. On va se parler aussi ensemble de ce qui se passe à Beyrouth. On sait qu'il y a eu beaucoup de bombardements, des centaines de milliers de Libanais qui sont déplacés, forcés en raison des combats de fuir vers le nord. On a vu, vous avez peut-être vu ça, des images de campements, de fortunes qui commencent à s'installer dans des espaces vacants, des stationnements par exemple, à Beyrouth même. Donc on va y revenir. Karine Matteux sera avec nous. Sinon, ce qui retient beaucoup l'attention ce matin en une, bien évidemment, c'est cette cérémonie des Oscars. Plusieurs films ont été primés, mais également plusieurs Canadiens qui ont mis la main sur cette précieuse statuette. Un film québécois d'animation a aussi remporté un Oscar. On va y revenir bien justement avec Julie-Jasmine Boudreau. L'équipe est autour de la table. Julie-Jasmine, d'abord, bonjour. Bonjour, Mathieu. Alors oui, vous avez suivi ça hier jusqu'à tard. Oui, ça fait 3h37 de bon gala. Heureusement, de bon gala. Quelques longueurs, peut-être, des fois. À peine. Mais quand on a annoncé La jeune fille qui pleurait des perles, film de l'ONF de deux réalisateurs montréalais, j'étais tout feu, tout flamme dans mon salon. Vraiment contente. J'ai vraiment hâte de vous en parler, bien sûr, parce que le plateau Mont-Royal, en fait, le quartier où le film a été enregistré, parce que c'était pendant la pandémie. En tout cas, ça s'est fait dans les studios et tout ça, ça a été nommé, ça a été cité. Il y a des noms québécois qui sont sortis hier. Plein de fierté, bien sûr. Oui, et ça fait sortir l'attention. D'ailleurs, ce matin, c'est en une de plusieurs quotidiens, ce beau succès. Tant mieux, on va y revenir plus tard à l'émission. Je me tourne tout de suite vers Véronique Méran à la météo. Un autre système costaud qui s'en vient? Eh oui, un autre système costaud qui a commencé déjà à sévir. Nos voisins de l'Ontario en ont connu pas mal de neige nord-est de l'Ontario là, depuis hier soir. Ça touchera surtout les régions les plus au nord, secteur de l'Abitibi, Matagami, en s'en allant vers la Côte-Nord. 20 à 40 cm de neige possible. Alors, des vents forts dans l'est du Québec aussi. Plus au sud, on est affecté, mais quand même moins. On y va avec de la pluie et c'est pas une pluie qui sera continue toute la journée. Là. On aura quelques averses ici et là ce matin. Par la suite, d'un bon moment sous les nuages, venteux et en fin de journée, début de soirée, c'est là où ça va commencer. Donc, une quinzaine de millimètres de pluie. Il peut même y avoir quelques orages d'imbriqués là-dedans. Les températures vont grimper. C'est du 12 à 15 degrés sur les régions plus au sud aujourd'hui. Alors, Montréal est concerné, l'Estrie, les Laurentides, la Naudière, secteur de l'Outaouais. Québec, ça grimpera, mais jusqu'à 5 seulement. Et évidemment, c'est pas terminé. Cette pluie-là va se changer en neige au cours de la nuit prochaine. Pas énormément, mais quand même. 2 cm, 2 à 4 par endroit. Les vents seront forts, principalement ce soir. Cette nuit, les minimums seront à la baisse, donc moins 6, moins 8 la nuit prochaine. Vont rester stables autour de ça demain, moins 5, moins 7 degrés. Il restera des flocons le matin. Une journée venteuse demain. Là. Les coups de vent en rafale, 50-70 km à l'heure demain matin, diminuant un petit peu en après-midi. Il y aura peut-être quelques éclaircies là-dedans et on s'en va vers du beau temps mercredi, mais des températures sous zéro. Moins 3, moins 5. La normale devrait être de 3 le jour pour cette période-ci de l'année. À la mi-mars, sur le sud du Québec, on sera un peu en dessous, mis à part la journée d'aujourd'hui. On parlait de 20-40 cm de neige. C'est commencé du côté de l'Abitibi. Ça pourrait être mêlé de grésil, de précipitations verglaçantes sur les secteurs plus au sud aujourd'hui. Neige, grésil, pluie aussi vers le Saguenay, le lac Saint-Jean. On aura une quinzaine de centimètres au total. Température à la hausse, très venteux. On atteindra 10 degrés. Cet après-midi, les vents demeureront forts la nuit prochaine. Le Bas-Saint-Laurent, neige mêlée de grésil également. Là aussi, les vents seront présents principalement cette nuit. On a des avertissements en vigueur sur tout l'est du Québec en ce qui a trait au vent, en ce qui a trait à la neige vers l'Abitibi. La Côte-Nord aussi, un avertissement de neige, 15 à 25 cm. Donc, il va neiger fort aujourd'hui, ce soir et cette nuit. Du côté de la Gaspésie, oui, de la neige, mais mêlée d'un peu de grésil. Ce n'est pas les accumulations qui feront jaser autant que les vents qui pourraient atteindre les 100 km à l'heure
heures au cours de la soirée de la nuit prochaine. Les températures sont à la hausse. On a dit 10 pour le Bas-Saint-Laurent, 5 vers la péninsule gaspésienne. On restera près de 0 aujourd'hui pour la Côte-Nord, mais ça montera graduellement au cours de la nuit prochaine. Neige abondante nord-est de l'Ontario. Ça s'estompe graduellement ce matin. Le soleil ressort vers Thunder Bay, moins 10, venteux et froid. Les températures sont à la baisse derrière le système. Toronto-Windsor, c'est surtout des averses, des risques d'orage, mais les vents forts qui retiendront l'attention principalement ce soir, cette nuit. Du côté d'Ottawa, même principe, quelques averses. Possibilité d'orage cet après-midi, tournant la neige ce soir, un 2 à 4 cm dans ça. On atteindra 14 aujourd'hui avant que le mercure chute. Et dans l'ouest, bien là, on a encore de l'action. Rivière atmosphérique possible, l'île de Vancouver, 200-300 mm. Vancouver même, un peu moins, mais certaines localités pourraient atteindre une centaine de millimètres de pluie d'ici mercredi. Printanier, dans les prairies, Edmonton, Calgary, sud de la Saskatchewan, les températures franchissent 7 à 10 degrés aujourd'hui et ça touchera le sud du Manitoba plus tard, mais ça paraît pas ce matin, il fait moins 21 à Winnipeg. Oh, quand même. Mais à l'oreille, on me dit qu'on est prêt pour un printemps là, qui part en force avec des 7, 8, 9, 10 degrés. Bien, officiellement, on est prêt. Vendredi, on sera dans le vrai printemps. Oui, c'est ça. Dans les Reste faits, à voir si les on en parlera températures sur vont papier. suivre. Voilà. Dans le printemps. Madame Méran, merci beaucoup. Bonne journée. Alors, on va parler du Canadien de Montréal. Dure fin de semaine, oui, face aux équipes californiennes. Oui, le Canadien qui accueillait les Sharks de San Jose samedi. Défaite de 4-2 contre Macklin Celebrini, qui a pas mal animé le spectacle samedi et hier. Célio Carlson, entre autres, qui a marqué 2 buts dans le match d'hier. 2 buts, 1 passe, donc 3 points pour le joueur des Ducks d'Anaheim, qui a permis cette victoire de 4-3 du Canadien de Montréal, qui pourtant a très, très bien réagi en début de deuxième période. A recollé au pointage les Ducks d'Anaheim. C'était 2-2 à ce moment. Il y a même Nick Suzuki qui s'est inscrit au pointage. Le Canadien a pris les devants 3-2. Et puis, malheureusement, par la suite, les Ducks ont marqué 2 buts pour filer avec la victoire. Donc, un week-end difficile pour le Canadien de Montréal qui voulait peut-être venger un voyage en Californie qui avait été un peu compliqué, justement, contre ces deux mêmes équipes. Et ces 2 défaites de suite, pour le Canadien de Montréal. Et on regarde, bien entendu, ce classement. On s'en parle beaucoup de ce classement qui se resserre beaucoup avec cette fin de saison qui approche. Donc, Martin Saint-Louis, hier, qui n'a pas été très satisfait du travail de ses joueurs. On l'écoute. C'est plate. On fait une erreur en fin de match. Je trouve qu'on n'a pas bien géré le risque, le score en fin de match. Puis on était chanceux. Fowler a fait ces gros arrêts-là. Puis enfin, on fait une autre erreur. Puis on lui donne un but. C'est plate. J'aurais aimé ça qu'on finisse la semaine sur une meilleure note. Il y a eu des très bons moments pour nous autres dans ce match-là. Mais c'est décevant. Et d'ailleurs, le Canadien de Montréal qui n'a pas su profiter de 4 avantages numériques dans le match d'hier. Donc, des petits points laissés sur la table comme ça. Le Canadien demeure au 3e rang dans l'Atlantique. Mais c'est extrêmement serré, entre autres avec les Bruins de Boston, qui seront les prochains adversaires du Canadien de Montréal au Centre Bell mardi. 3 matchs donc cette semaine contre les Bruins, contre les Red Wings sur la route et les Islanders de New York qui seront à Montréal pour y jouer un match. Donc, toutes des équipes qui sont soit en position de participation. En fait, toutes ces équipes sont dans ces équipes de séries éliminatoires présentement. Donc, ce sera du hockey très relevé. Le Canadien de Montréal qui s'accroche à une petite avance, mais ça se resserre avec 3 points d'écart seulement avec les Blue Jackets de Columbus, qui est la dernière équipe donc à ne pas faire partie des séries éliminatoires. Donc, voilà, ce sera à surveiller, le Canadien de Montréal. On disait que, la présence en séries éliminatoires, c'était peut-être déjà acquis. Il reste encore quelques matchs pour le prouver. Donc, voilà pour le match d'hier. Un mot rapidement sur le hockey féminin. Défaite de la victoire contre Boston. Oui, défaite hier pour la victoire de Montréal, qui avait une séquence de 6 victoires consécutives et qui a pris fin hier. Et pourtant, même situation où elles avaient l'avance 3-0 dans le match, elles ont accordé 3 buts en 3e période et 1 but en prolongation pour offrir cette victoire à la Fleet de Boston, qui est maintenant au premier rang du classement, 3 points devant la victoire de Montréal. Et voilà, c'est un peu une surprise parce que la victoire de Montréal était sur une belle séquence, je le disais, et hier, 20 minutes qui auront coulé cette équipe. Donc, assez décevant pour Corey Chevry, qui s'expliquait mal, d'ailleurs, la tenue de son équipe en fin de match. Donc, beaucoup de déception, bien sûr, pour la victoire de Montréal, qui a perdu, d'ailleurs, un premier match à la maison cette saison. Donc, ça se complique pour elle un peu. Mais quand même, il faudra peut-être retourner à la table à dessin et tenter de comprendre un peu ce qui s'est passé dans le match d'hier, devant, entre autres, Anne-Renée Desbiens. Merci beaucoup. Merci, Olivier. Bonne journée. Au revoir.
À la une des différents quotidiens de ce matin, vous savez que Mark Carney est en voyage à l'étranger. D'ailleurs, il est à Londres, là, au moment où l'on se parle. Et le Globe and Mail en fait sa une, en fait ce voyage nordique de Mark Carney. Hier, il rencontrait les leaders de la Norvège, de la Suède, du Danemark et de la Finlande, de l'Islande également. Ils ont annoncé un plan de former ensemble un bloc des puissances moyennes. Ça va un peu dans la suite de ce discours prononcé à Davos par M. Carney. Donc, des pays de grosseur moyenne, d'influence moyenne qui veulent s'unir pour justement être en mesure d'influencer certains grands alliés européens, les États-Unis également. Ceci dit, il n'y a pas nécessairement, même si on dit qu'on est plus fort ensemble, d'engagement ou de façon de procéder qui a été annoncé hier, mais vous pourrez lire ce résumé dans le Globe and Mail qui fait sa une, bien sûr, également avec la cérémonie d'hier des Oscars. C'est en une de tous les quotidiens, notamment de la presse qui nous parle de Montréal à l'honneur, la jeune fille qui pleurait des perles, récit campé dans la métropole qui a été couronnée meilleur court-métrage d'animation. Julie Jasmine va nous en reparler un peu plus tard, donc aux actualités culturelles. Sinon, la presse raconte l'histoire d'un homme qui est mort dans le métro. Il y a eu des accusations de porter contre quelqu'un qui l'a agressé, mais il n'y a pas eu d'autopsie sur le corps qui a été effectuée. Et donc, l'homme, à la suite de ses blessures, est décédé. Est-ce qu'il y a un lien avec l'agression qu'il a subie dans le métro? Il y a ces filles qui prennent la parole dans la presse. Elles ont des doutes. Peut-être que oui, mais comme il n'y a pas eu d'autopsie, on n'est pas en mesure de faire de lien, de le confirmer. Par exemple, d'augmenter les chefs d'accusation qui ont été déposés déjà contre l'individu, un mineur, nous dit la presse, qui avait attaqué l'homme de 72 ans, Bernard Ostigui. Donc, il a souffert d'un traumatisme crânien après l'attaque, est rentré à l'hôpital, n'est jamais ressorti, puis finalement est décédé. Impossible de dire si effectivement son décès est lié directement à cette attaque, mais comme il n'y a pas eu d'autopsie, on pourra ultimement ne jamais le savoir. D'ailleurs, le bureau du coroner a écrit une lettre d'excuse aux filles de M. Ostigui qui prennent la parole dans la presse. Donc, le récit est allé hier ce matin en une de la presse plus. Le Devoir nous parle des gens en attente d'une IRM. 50 000 personnes de plus en attente d'une IRM qu'il y a 3 ans. Donc, c'est évidemment un examen d'imagerie par résonance magnétique. Une hausse marquée qui s'explique notamment, écrit le Devoir, par une pénurie de technologues en imagerie médicale, par une demande accrue également des procédures. Pour vous donner quelques chiffres, là, sans vous perdre ce matin, le nombre de Québécois en attente de cet examen-là est passé d'environ 95 000 en décembre 2022 à plus de 146 000, ce qui représente donc une augmentation de 55 % entre 2022 et 2025. Le président de l'Association des radiologistes du Québec, qui est interrogé par le Devoir, dit que ce sont des délais qui déjà ont des effets catastrophiques. Des gens qui, par exemple, ont attendu 3-6 mois, qui auraient dû être vus parce qu'ils ont un cancer qui est là, puis là, le cancer est rendu trop avancé. À lire donc ce texte dans le Devoir de ce matin. Dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, on raconte une autre histoire disgracieuse qui s'est produite dans un aréna. Un arbitre qui a été agressé par un parent. Ça s'est passé donc à Lac-Etchemin dans un match de Junior D, donc dans un aréna de Chaudière-Appalaches. Un parent furieux d'une décision rendue par l'arbitre qui a foncé sur un de ces derniers. Tout ça a été capté par les caméras de surveillance de l'aréna. Et également, bien évidemment, en lien avec cette guerre au Moyen-Orient, le Journal de Montréal qui nous dit que le litre d'essence à Montréal sera à 2 $ d'ici quelques jours. Ça va faire mal lors du plein. Ça va évidemment toucher le portefeuille de bien des gens, notamment ces travailleurs qui sont interrogés par le Journal de Montréal, qui doivent se déplacer absolument avec leur voiture dans le cadre de leurs occupations. À lire donc en une du Journal de Montréal. Karine Matteux est en studio avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Mathieu. Revenons effectivement sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump qui fait pression sur ses alliés, sur la Chine pour obtenir de l'aide pour pouvoir utiliser à nouveau le détroit d'Ormuz, le si crucial et dont on parle beaucoup. Donc la Chine maintient pour sa part sa position. Oui, le détroit d'Ormuz qui est un enjeu évidemment important parce qu'un nombre important de navires y circulent pour transporter le pétrole. Il n'est pas fermé, il est contrôlé par l'Iran qui laisse passer des navires alliés comme ceux de la Chine ou de l'Inde, entre autres, mais pas les autres. Et donc, à bord de son avion et dans une entrevue accordée au Financial Times, Donald Trump a exigé que les pays alliés et la Chine aident à sécuriser le détroit. Il a cité notamment la France, le Japon, le Royaume-Uni ou la Corée. Sinon,
a-t-il dit. L'avenir serait très mauvais pour l'OTAN en cas de refus, sans préciser ce que ça veut dire, vraiment. Et le président américain a ajouté qu'il pourrait également reporter son sommet avec le président chinois prévu plus tard ce mois-ci si la Chine ne coopérait pas. La Chine répond à être en communication avec toutes les parties et les exhorte de cesser immédiatement les combats. Mais ni la Chine ni le Royaume-Uni n'ont dit qu'ils enverraient des navires. Le Japon, l'Australie ont indiqué qu'ils n'envisageaient pas non plus l'envoi de navires. Pour ce qui est du Canada, le premier ministre Mark Carney conclut son voyage à Londres et il rencontre en ce moment le premier ministre britannique. D'ailleurs, écoutons un extrait avant cette rencontre. Well, Mark, let me extend you a very warm welcome back here at Downing Street. It's really good to have you. And happy birthday. Thank you. For today. I think the opportunity we've got. Bon, alors, formule d'usage. Le premier ministre britannique qui offre un accueil chaleureux, Mark Carney, vous l'avez entendu, c'est sa fête. Alors, il lui a souhaité joyeux anniversaire. Et il lui a dit aussi qu'il était heureux de partager avec lui. C'est un pays qui partage les mêmes valeurs, les mêmes principes. Il est prévu que les deux hommes discutent de la guerre en Iran et de ses répercussions sur le commerce mondial. On suivra ça aujourd'hui. Le premier ministre Mark Carney qui doit d'ailleurs rencontrer le roi Charles. Revenons avec le détroit d'Ormuz. L'Iran, pour sa part, met en garde contre toute implication d'autres pays dans cette guerre. Un mot sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole qui poursuit sa hausse. Le baril qui dépasse de nouveau les $100 américains. Ça se répercute sur le prix à la pompe. Actuellement, le prix moyen, il est à Montréal de 1,73 $, le litre 1,66 $ à Toronto et près de 2 $ à Vancouver. Et on comprend que ça sera encore une hausse dans les prochains jours. Oui, et surtout que cette guerre ne montre encore ce matin aucun répit. Aucun répit. Des explosions, entre autres, ont été retenties dans la capitale iranienne. Par ailleurs, un drone a provoqué un incendie près de l'aéroport international de Dubaï ce matin. Un réservoir de carburant a été touché. Il n'y a eu aucun blessé, mais les vols ont été suspendus. Et Mathieu, l'attention est tournée vers le Liban, le pays qui s'enlise dans une crise humanitaire. 830 000 personnes ont été forcées de fuir leur domicile en raison des bombardements israéliens dans un pays de 6 millions d'habitants. C'est beaucoup. Le bilan de l'offensive israélienne s'élève désormais à 850 morts selon les autorités, dont une centaine d'enfants. Et hier, le gouvernement de Benjamin Netanyahu a rejeté la suggestion française de mener une médiation entre Israël et le Liban. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Bonne journée. The Oscar goes to One Battle After Another. Julie Jasmine est de retour en studio avec nous. Oui, c'est le film gagnant de cette soirée, de cette cérémonie des Oscars, une bataille après l'autre. Oui, les grands honneurs pour, c'est ça, une bataille après l'autre, comédie noire d'action, donc 6 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure distribution. D'ailleurs, hier, c'était la première fois qu'on remettait ce prix-là, meilleure distribution, et meilleur second rôle masculin qui était remis à Sean Penn, son 3e Oscar à vie. Il n'était pas là. C'est pas un grand amateur de ce genre de soirée. Alors, il était absent. Et Sinners, film historique, musical, vampirique, a remporté 4 statuettes. C'était le film le plus nommé, dont meilleur scénario original, meilleure direction photo qu'on a remis pour la toute première fois à une femme noire, et aussi meilleur acteur Michael B. Jordan, qui à lui seul joue les deux jumeaux. On va l'écouter. Oh man, y'all. I stand here because of the people that came before me. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx. Alors, il a dit, on a vu on l'a entendu bien sonner, mais qu'il est là grâce à ceux qui ont été là avant lui. Il en a nommé tout plein. Et ça veut dire, Mathieu, pas de prix pour Timothée Chalamet. Si vous avez suivi un peu l'histoire, lui qui a dit que le ballet et l'opéra, ça n'intéressait plus personne. Est-ce que c'est ça qui lui a coûté finalement son Oscar? Ça, l'histoire nous ne le dira jamais. Il était la cible d'une petite blague au début du gala par l'animateur. Exactement. Alors, et un premier Oscar pour la Norvège pour meilleur film international, le magnifique Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Et un premier prix pour Amy Madigan, 75 ans, un tout premier Oscar pour le film Heure de disparition. Succès critique et populaire, on est dans le film d'horreur. Et meilleure actrice, l'Irlandaise Jessie Buckley, qui est remarquable dans Hamnet, Mathieu. Oh, on parle de deuil parental ici, elle perd son fils. Elle a dédié son prix à toutes les mamans. On va l'écouter. I would like to dedicate this to the beautiful chaos of a mother's heart.
Bon, ça a résonné chez vous, ça. C'est un peu vous, ça, entre autres. Mon petit chaos. Mais oui, bravo. OK, le court-métrage québécois, oui, la jeune fille qui pleurait des perles, qui a remporté un Oscar avec l'action là, campée à Montréal. Exactement, mais surtout cette histoire en animation par image qui est époustouflante dont je vous avais parlé. C'est le travail de 2 réalisateurs montréalais, Chris Levis et Maciek Sherbavski, une production de l'ONF. Alors, on va les entendre, bien sûr, faire le remerciement. We'd like to thank the National Film Board, our wonderful collaborators, Brigitte Henry, Patrick Watson, Colm Fior, James Heineman. Thank you, the fantastic city of Montreal. Thank you, Canada. Alors, merci au Canada, à l'Office national du film, etc. Exactement. Alors, pour Frankenstein, il y a des Canadiens qui sont derrière les décors, Tamara Deverel et Sean Vigneault. D'ailleurs, le lac Nipissing en Ontario a servi à reproduire l'Arctique. Donc, voilà pour certains de nos Canadiens. Mais bravo. Une tribune aussi pour faire quand même passer un message politique, ces Oscars. Oui, puis j'en profite pour vous dire qu'Hip Hop Demon Hunter aussi, la co-réalisatrice est canadienne. Donc, c'est oui, d'origine sud-coréenne, Maggie Kang, donc pour notamment film d'animation et aussi la chanson qui est venue nous secouer les puces à 22h. Et on avait besoin de ça, Golden, meilleure chanson originale. Alors, et oui, les messages politiques, je dirais, il y avait Bardem, qui est acteur espagnol, qui a dit « Moi, je veux pas de guerre, je suis ici pour la Palestine libre ». C'est le seul qui s'est quand même avancé. Le reste a passé surtout par des remises de prix. Je dirais les prix en documentaire, comme All Empty Rooms, qui est un film sur les chambres d'enfants vides suite aux fusillades dans les écoles, et aussi long-métrage documentaire Mr. Nobody Against Putin, donc un film d'un enseignant russe qui a défié le régime de Vladimir Poutine. Quand même toujours un aspect un peu politique dans ces remises de prix pour ces films qui sont quand même engagés. Julie Jasmine, merci d'avoir veillé très tard pour nous résumer ça. Ça fait plaisir. Bonne journée. Marie-Michel Bordua se joint maintenant à nous, donc collègue de la Salle des Nouvelles. Marie-Michel, bonjour. Bonjour, Mathieu. On va suivre aujourd'hui cette rencontre. Je pense que c'est en ce moment entre Mark Carney et Keir Starmer. Voilà, ça a débuté il y a à peu près une demi-heure ou environ. Donc, le cabinet de Mark Carney qui a fait savoir que les deux dirigeants ont échangé déjà en amont de cette rencontre-là, notamment sur la crise humanitaire qui s'aggrave au Liban dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Également sur l'impact du blocage du détroit d'Ormuz. Mais cette rencontre entre les deux hommes en ce moment, il y a des questions bilatérales qui doivent aussi être discutées. C'est le 7e tête-à-tête entre les deux hommes en un peu plus d'1 an. Valérie Gamache accompagne le premier ministre. On aura là, un peu plus de jus à ce sujet au cours des radiojournaux notamment. Sinon, notre envoyée spéciale, Rania Massoud, est toujours à Beyrouth. Elle s'est rendue dans un théâtre emblématique de la capitale où un atelier permet à des déplacés d'oublier le temps d'un instant qu'une guerre ravage leur pays. Faire du théâtre, c'est faire de la résistance culturelle. C'est ce qu'a confié l'instigateur de l'initiative à Rania Massoud de son texte à lire sur notre site Web. Et puis, au pays, le gouvernement québécois pressé d'agir pour baliser l'accès aux boissons énergétiques aux mineurs. Oui, c'est Québec solidaire qui demande à l'Assemblée nationale de s'attaquer à ce dossier. Il y a un rapport depuis 3 ans là, qui recommande d'interdire la vente de ces boissons aux jeunes. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. On va aussi surveiller le début des moyens de pression des médecins spécialistes au Québec. Oui, ça commence ce matin, tout ça. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.